On va passer maintenant donc à la seconde partie du questionnaire, qui est cette fois la question à l'auteur et qui va, comme toujours, donc concerner un des travaux principaux de l'intervenant au sujet du clivage gauche-droite. Donc l'intervenant qui, encore une fois, est Laurent Lotti. Laurent Lotti, donc, qui est chercheur au CNRS, historien des idées, des mots, des croyances et des imaginaires scientifiques et politiques, mais aussi président d'honneur de la Société française pour l'histoire des sciences de l'homme, aussi appelée de son acronyme SFHSH. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose dans votre présentation, Laurent. Merci, bonjour, rebonjour. Peut-être que je peux ajouter que mon travail sur l'histoire des mots et des idées, des imaginaires et des croyances, là, a, enfin, est orienté vers le souci de chercher quels peuvent être les effets, soit fatalistes, soit au contraire mélioristes, comme, selon le terme que j'ai fait revivre, ou progressistes si on veut, soit fatalistes, soit mélioristes et humanistes, et des textes et des idées. Oui, merci de préciser ce détail parce que la question de la manipulation des effets des concepts de gauche et de droite sur la pensée politique va être une question centrale dans les questions qui vont suivre. Donc justement, c'est d'autant plus approprié d'avoir précisé cette question du fatalisme et du méliorisme. Merci. Donc Laurent, si vous êtes prêt, on va commencer la seconde partie, les questions à l'auteur. Entendu. Questions à l'auteur, donc, qui vont porter sur un des articles publiés prochainement de l'invité Laurent Lotti. La première question, donc je vais citer ici cet article en question que je représenterai à la fin de cette seconde partie. Donc Laurent Lotti, vous aspirez à une libération de l'imagination politique. Je vous cite. La réflexion politique pourrait passer par l'abandon volontaire des termes de gauche et de droite. Il s'agirait de se défaire d'une croyance, croire que l'on a pris position en disant que l'on est de gauche ou de droite, pour commencer enfin à tenter d'élaborer une position, des positions, sur tel ou tel sujet précis. Fin de citation. Ma première question est donc la suivante, Laurent Lotti. Cette absence d'imagination politique est-elle due, selon vous, à l'usage du clivage gauche-droite en général, c'est-à-dire la simple référence de la gauche et de la droite des mots dispenserait toujours son usager d'un positionnement politique clair, ou est-ce que cette absence d'imagination est due à un mauvais usage qui est fait en particulier de ce clivage, c'est-à-dire un mauvais usage qui consisterait à prétendre à un positionnement politique, mais sans expliquer ce positionnement au préalable? Votre opinion, Laurent Lotti? Alors, bon, d'abord, je voudrais dire préalablement que si j'aspire à une libération de l'imagination politique, c'est parce que je crois que disons les forces qui mènent à un relatif ou un profond fatalisme sont importants. Donc, du coup, il serait intéressant, important, que beaucoup de gens cessent d'être fatalistes et croient à nouveau dans la possibilité d'imaginer des modifications, des transformations possibles et des actions en conséquence pour tenter de transformer notre monde politique. Mais d'un autre côté, je suis persuadé aussi, convaincu que l'imagination politique peut mener à tout et à n'importe quoi. Et il y a donc des imaginations politiques, disons, bénéfiques et d'autres néfastes. Voilà. Bon, donc je ne suis pas pour l'imagination politique. A priori, je crois qu'on est dans un moment où il y a un trop fort fatalisme et qu'il est important d'imaginer. Voilà. Mais enfin, disons qu'il est toujours important d'imaginer, mais il faut se méfier aussi des chemins vers lesquels on peut aller. Voilà. Maintenant, est-ce que cette imagination politique, est-ce que cette absence relative ou importante d'imagination politique est due à l'opposition gauche-droite ou un mauvais usage qui en est fait je dirais profondément que c'est dû pour moi à l'opposition elle-même, disons au clivage lui-même, parce que c'est cette dualité, ce binarisme, enfin, pardon, j'hésite, c'est ce binarisme qui empêche
d'avoir une pensée plus compliquée, plus complexe, plurielle, et surtout parce que ces mots venant finalement, quand on en fait l'histoire, d'un vocabulaire de professionnels de la politique, d'un vocabulaire émanant d'abord de politiciens responsables et leaders, empêche chacun de développer ses propres idées. C'est-à-dire qu'on a fini par se dire, enfin, par croire que quand on, c'est ce que vous citiez auparavant, hein, quand on dit qu'on est de gauche et de droite, on a tout dit. Et je crois qu'on n'a rien dit, on s'est mis sous la bannière d'un camp. Voilà. Je crois pas que c'est, j'essaie de répondre un peu mieux, c'est pas un mauvais usage de ces deux notions, c'est l'usage même de ces deux notions qui, a priori, opposent deux camps. Ça veut dire que je suis contre le manichéisme en général et en politique en particulier. Très bien. On va revenir justement sur cette notion de manichéisme très vite dans les questions qui suivent. Parfait. Question numéro 2, je continue donc évidemment les citations de l'article. Juste une précision peut-être, Laurent Lotti, si vous pouviez citer le nom de l'article où vous avez insisté sur la distinction entre optimisme et fatalisme, ça peut intéresser les spectateurs, je pense. Pardon, vous pensez à cet article sur l'optimisme et l'utopie? Oui, oui. Si vous avez la ça doit référence, s'appeler l'optimisme contre l'utopie. J'ai oublié le sous-titre. C'est une histoire à la fois sémantique et politique, mais j'ai oublié le sous-titre exact. Pardon. Je pense que j'indiquerai donc, une fois que la vidéo sera diffusée, j'indiquerai la référence de cet article pour les spectateurs. Oui, ça pourrait intéresser justement pour prolonger la réflexion. Bon, il faut expliquer, pardon, le mot optimisme qu'on ne comprend pas si on en prend le sens actuel. L'optimisme a d'abord été l'idée religieuse et politique en même temps, théologico-politique, selon laquelle Dieu a tout fait à l'optimum, et non pas au maximum, mais à l'optimum, ce qui permettait de dédouaner Dieu d'avoir créé le mal. Et dans un univers religieux, et le débat se développe au cours du XVIIIe siècle, des auteurs en Allemagne, en Angleterre, dans différents endroits, Leibniz, Pope, Bolingbroke, etc., essaient de défendre cette idée que Dieu n'est pas coupable de l'existence du mal et qu'il a tout fait à l'optimum. Et l'opposé d'optimisme n'est pas, pendant tout le XVIIIe siècle, à partir du moment où le mot apparaît, pessimiste, le mot n'existe pas, et ça n'a pas du tout un sens psychologique. L'opposé, c'est athéisme ou c'est manichéisme. Et si j'ai dans cet article qui résume une partie de mes travaux et sur l'utopie et sur l'optimisme, opposé optimisme et utopie, alors qu'ils paraissent un peu aller dans le même sens, celui d'un idéalisme, c'est que d'un côté, l'optimisme est un fatalisme qui invite à se soumettre au monde tel qu'il est en supposant qu'il a été créé à l'optimum et donc on ne peut pas faire mieux. Le roi étant alors sur le même modèle que Dieu, quelqu'un qui fait tout à l'optimum au mieux pour son peuple. C'est opposé à l'utopie, non pas dans son sens actuel, mais dans son sens original, disons, qui vient du texte de Thomas More au début du XVIIe siècle, qui s'appelle Utopia, et qui consiste en fait à employer une stratégie textuelle pour laisser penser qu'un monde meilleur existe, le faire croire, comme dans un roman, tout en laissant bien penser aussi au lecteur que bien sûr ce monde n'existe pas, qu'il est imaginaire, mais ça suscite l'imagination, la possibilité d'imaginer que tout le monde pourrait travailler, et non pas seulement une partie de la population, que tout le monde pourrait avoir des moments de liberté pour se cultiver, et non pas seulement des personnes oisives, que l'on pourrait partager des richesses, en tout un tas de choses qui invitent, donc dans les fictions utopiques, c'est d'abord ça, des textes utopique, invite à imaginer un monde meilleur et ensuite peut-être suscite l'envie d'y croire à plusieurs et de se mettre à agir pour que le monde actuel puisse être relativement modifié. Je dis relativement parce qu'il y a aussi une veine utopique qui consiste à croire en un paradis
sur Terre au lieu d'après la mort. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse transformer un peu ou beaucoup, si nécessaire, la réalité et non pas qu'on croit en un paradis absolu. Et pour finir là-dessus sur optimisme et utopie, ce sont les philosophes qui ont inventé l'idée religieuse ou théologico-politique d'optimisme qui sont les inventeurs du sens moderne du mot utopie, qui consiste à croire que l'utopie est un idéal impossible, une vaine chimère, alors que les auteurs d'utopie ont simplement voulu, me semble-t-il, favoriser chez leurs lecteurs l'idée qu'on peut améliorer le monde. Donc l'optimisme, c'est opposé à l'utopie. Et le pessimisme, c'est une invention plus tardive et c'est à vrai dire un fatalisme du même type que l'optimisme. Donc je suis pour ma part, après une dizaine d'années de thèse de travail sur l'optimisme et le pessimisme, ni optimiste, ni pessimiste, mais soucieux d'une certaine activité, une action, et d'une action qui ne vienne pas seulement de despotes éclairés qui eux-mêmes se réclamaient de l'optimisme religieux pour fonder leur pouvoir politique, mais si possible, une action du plus grand nombre de personnes possible. J'ai été un peu long, mais merci de m'avoir laissé évoquer ça. Non, merci de m'avoir rafraîchi la mémoire parce que ces distinctions entre optimisme et optimisme et pessimisme, optimisme et fatalisme, etc., et utopie, c'est très important, je crois, parce que ça montre à quel point les mots, voilà, le champ lexical que les philosophes utilisent pour exprimer des positions politiques, par exemple, est très important et peut très bien induire en erreur. Par exemple, imaginez que personne ne peut échapper à une sorte de dichotomie entre l'optimisme et le pessimisme, ce serait une erreur, comme vous l'expliquez dans l'article, et on peut vraiment faire le parallèle ici, et qui sera très pertinent entre gauche et droite. Donc, c'est bien de montrer à quel point la philosophie, c'est ce qu'on pourrait appeler une sorte d'ingénierie conceptuelle, c'est-à-dire on cherche à construire des concepts, mais la construction des concepts n'est pas innocente. Donc, c'est bien d'avoir rappelé cet article que vous avez écrit pour montrer à quel point on peut être manipulé ou induit en erreur par des concepts que l'on croit, par exemple, exhaustifs, on va dire. Donc, je vais continuer les questions. Ça permettra de développer vos travaux sur cette question, justement. Merci. La question numéro 2 à laquelle je reviens, vous souhaitez notamment, je vous cite, faire l'histoire des mots gauche et droite en montrant qu'il s'agit de mots qui nous empêchent de penser. D'où l'importance vraiment d'échapper, on va dire, à cette dichotomie. Bon. Ma question est la suivante. La signification des mots résulte-t-elle, et pas résulte-t-il, exclusivement de leur usage dans l'histoire, ou bien est-ce que le clivage gauche-droite peut-il exister indépendamment de cette histoire? Ici, je fais une petite référence à un ancien intervenant, Philippe Fabry, qui fait remonter le clivage gauche-droite bien avant la Révolution, et en disant par exemple que la gravité, dont le concept a été développé par Newton au XVIIe siècle, mais la gravité, le phénomène réel, n'a pas attendu la théorie physique de Newton pour exister, par exemple. Donc voilà la question sur ce que vous considérez comme le début de la pensée gauche-droite. Bon, c'est une belle question épistémologique, amusante aussi sur les rapports entre sens de la nature et sens de l'homme, comme on peut appeler ça. Mais pour commencer, je voudrais dire que j'essaye de réfléchir effectivement à la manière dont nous pensons en faisant l'histoire des mots. Et il y a eu une grande tradition française de l'histoire des mots du côté de Lucien Febvre, notamment au début du XXe siècle, qui a consisté à faire l'histoire des mots, en France notamment, mais dans d'autres pays aussi. Bon. Et Lucien Febvre, dirigeant la revue de synthèse, notamment, aussi les annales, disait que les mots constituaient un outillage mental. Et que tant qu'on n'a pas tel ou tel mot, on a du mal à penser telle ou telle chose. Par exemple, pour lui, l'athéisme n'existe pas au XVIe siècle parce qu'il n'y a pas vraiment le mot. Bon, d'ailleurs, il existe plus ou moins. Bon, et puis, je crois qu'il avait tort en l'occurrence, mais que c'est sa pensée chrétienne, disons, qu'il incitait à penser qu'un Rabelais ne pouvait pas être athée. Bon, autre débat. Moi, tout en m'inscrivant dans cette tradition-là de réfléchir à l'histoire, disons, de la pensée, des mentalités, en passant par l'histoire des mots, je me suis surtout intéressé à des mots qui
plutôt que d'être des outillages mentaux pour arriver à penser, sont paradoxalement des choses qui nous empêchent de penser, parce qu'on ne perçoit pas ce qu'ils véhiculent avec eux, qui vient de l'histoire. Et leur histoire est en angle mort, disons. On est persuadé de bien penser grâce à un certain nombre de mots. Et puis en fait, on est, bon, c'est une métaphore, mais comme presque pensé par les mots eux-mêmes qui nous traversent, qui nous viennent d'ailleurs. Et si on n'a pas interrogé le sens de ces mots, mais en fait, je crois que la bonne interrogation, ça consiste à penser l'histoire de ces mots, pas le sens, mais l'histoire de ces mots, comment ils sont apparus dans l'histoire, comment leur sens s'est déplacé, comment on utilise tel ou tel mot à tel ou tel moment, eh bien, disons qu'on ne réfléchit pas autant qu'on croit. Voilà. Voilà, donc j'ai étudié un certain nombre de mots qui nous empêchaient de penser, par exemple le sens actuel d'utopie, pour revenir à ce que je disais auparavant, ou le sens actuel d'optimisme, ou le sens actuel de pessimisme, qui nous empêchent de voir d'où ça vient. Cependant que quand on les emploie, on continue en fait à employer sans le savoir des éléments de leur sens qui nous viennent d'avant, mais on n'en est pas conscient. Bon, alors maintenant, sur la question, est-ce que la signification des mots résulte exclusivement de leur usage dans l'histoire, ou est-ce que le clivage constitué par deux mots peut exister indépendamment de cette histoire? Alors là, ma réponse, elle est radicale. Il n'y a de mots que des mots historiques. Il n'y a pas d'autre concept que l'usage philosophique du terme de concept désigne simplement des mots qui ont eux aussi une histoire et qui, à un moment donné, sont saisis par une petite communauté de philosophes qui estiment que ces mots ont un pouvoir d'explication tellement fort qu'ils les érigent en un statut supérieur de concept. Mais pour moi, il n'y a que des mots, plus ou moins, employés par un nombre plus ou moins grand de gens à un certain moment donné. La gravitation, la gravité, de la gravitation établie par Newton, j'ai dit la gravité ou la loi de la gravitation, j'hésitais, mais c'est que précisément, ce qui est découvert par Newton, c'est une loi établie par les hommes avec des mots. Le phénomène de la gravité que la loi de gravitation tente d'exposer, ou que la loi qu'on tente de rendre compte par la loi, il n'existe peut-être pas de manière aussi formelle, formaliste et simplificateur que la loi nous permet de le penser, cependant que cette loi est suffisamment bien adéquate au monde réel pour arriver à comprendre des phénomènes et puis aussi à agir par des techniques, grâce à cette science, sur des choses. Alors c'est un peu compliqué pour des phénomènes et des lois cosmologiques, mais qui sont, disons que dans la nature, il y a des comment dire, c'est un peu compliqué, il y a des processus, il y a des phénomènes, mais ils ne sont pas tout à fait de même nature que leur formalisation, leur légalisation par la science et par le langage qui permet cette science, entre autres, avec aussi des expérimentations, bien sûr, qui permettent de vérifier que c'est adéquat. Pour ce qui est de choses comme l'opposition gauche-droite, il serait, pour moi, absolument, je ne sais pas moi, insensé, anhistorique, inhumain, mais je blague, de supposer que quelque chose qui relève de ça pourrait exister indépendamment de l'histoire des hommes et de l'histoire des mots qui permettent de les désigner et de l'histoire des institutions qui en font une réalité. Donc gauche et droite, ça se met à apparaître à un certain moment dans l'histoire et ça peut disparaître ultérieurement.
Ouais, très bien. Question profonde, évidemment. C'est difficile de rentrer dans les détails ici, mais quand vous dites, par exemple, que les concepts de gauche et de droite nous empêchent de penser ou nous empêchent de penser autant qu'on le pourrait, ça renvoie tout de suite, pour moi, à la philosophie du langage de Saussure, par exemple, qui dit qu'un langage, c'est avant tout une structure, c'est-à-dire un ensemble articulé de concepts dont l'absence ou la présence va modifier la signification des uns et des autres. Dans un triangle langage, pensée, réalité. Et tout le problème pour nous, c'est de comprendre exactement quelle est la relation, l'articulation entre ces trois pôles, on va dire. Et savoir si gauche-droite peuvent être pensées indépendamment du langage ou ne peuvent être pensées qu'à travers l'usage des mots dans le langage. Donc cette question est compliquée. Merci d'abord d'y avoir tenté d'y répondre avec une première ébauche, mais on aura eu l'occasion de revenir sur cette question profonde qui renvoie la relation entre langage, réalité et pensée. J'espère, mais pour moi c'est très clair. La question ne se pose pas de savoir si les mots de gauche et de droite, enfin si la gauche et la droite, ça existe indépendamment des mots qui permettent, qui constituent cette réalité-là. Alors, il y a des institutions auxquelles ça renvoie, il y a des partis auxquels ça renvoie, il y a des usages de ces mots, mais la question ne se pose pas du tout pour moi dans les termes d'un structuralisme qui considère que le référent auquel renvoie le langage est un des trois éléments. Pour commencer, ce serait déjà un des deux éléments et pas des trois. Donc, bon, les travaux de Saussure sont intéressants, mais il y a une histoire des mots et de leur usage pour désigner les choses. Il n'y a pas une structure pour moi de préalable à la langue. Le référent, c'est pas un truc auquel se confronte le signifiant et le signifié. D'accord. On continue. Oui. Question numéro 3. Alors, comme toujours, une participation, une partie de la question. En référence aux recherches de Marcel Gauchet sur la question gauche-droite, dans Lieu de mémoire, livre daté de 1993 et réédité récemment, vous admettez avec Gauchet, Laurent Lotti, que, je vous cite, les termes de gauche et de droite sont employés originellement et exclusivement dans les milieux de gouvernement et du Parlement, au moment où le pouvoir exécutif est obligé, entre 1815 et 1820, la Restauration, de trouver une majorité en s'appuyant soit sur la gauche, soit sur la droite de l'Assemblée, ce qui revient à jouer sur un centre, la matrice binaire étant en fait ternaire. Le succès de ce couple sémantique, gauche-droite, tient à son usage parlementaire et gouvernemental. Alors ma question est la suivante. Pensez-vous ainsi, à l'instar des politologues Giovanni Sartori et Maurice Duverger, que le clivage gauche-droite a une signification uniquement, alors je vais utiliser des termes un peu barbares, mais pragmatique ou pratico-technique, c'était les termes de Sartori et Duverger, en vue de dégager uniquement une majorité parlementaire dans les systèmes politiques représentatifs et n'aurait aucune signification métaphysique ou théorico-doctrinaire qui serait, ou gauche-droite serait associée à un ensemble d'idéologies politiques. Question longue, mais bon, j'espère qu'elle était claire. C'est clair. Je reviens d'abord sur la présentation là, de mon article. Je n'admets pas avec Marcel Gauchet que ces termes de gauche et de droite sont employés originellement et exclusivement dans les milieux gouvernementaux à partir des années 1815-1820. C'est un peu différent. Cela, c'est que alors que je souhaitais trouver le temps de faire cette enquête moi-même, où à un moment ça a failli se faire de diriger une thèse sur l'histoire des mots, je redis bien l'histoire des mots gauche et droite, de façon à mieux comprendre, disons, ces idées, hein, c'est le fait de faire une histoire des idées par l'histoire des mots, parce que là, ce sont des choses concrètes qui se déplacent dans l'histoire, hein, dans les textes dont on a la trace, ou oralement, si on a aussi des traces sous forme d'enregistrement. J'ai découvert avec beaucoup d'intérêt que Marcel Gauchet, dans le volume collectif Lieu de mémoire dirigé par Pierre Nora, avait écrit un long article publié en 1993 qui commence en disant qu'il souhaite justement faire l'histoire des mots, gauche et droite, de passer vers l'histoire des mots. Et je n'ai pas, disons, revérifié moi-même ce qu'il en est. Je constate que cet article comporte un nombre de citations
très important, ce qui n'est pas toujours le cas dans tous les ouvrages ou textes de Marcel Gauchet. Il y a un très, très grand nombre de citations qui, à mon avis, mais il faudrait que je le joigne un jour et lui demande ce qu'il en est, qui viennent plutôt de la base de données Frontex, qui a été faite par des gens qui travaillent dans un laboratoire de lexicologie et politique, qui est un peu à l'origine de Gallica, enfin, ce sont les premières bases de données de texte. Et sans avoir vérifié ça, je le suis, le travail a l'air très bien fait, donc je prends acte de ce travail qui est fondé sur de très nombreuses citations. Donc, ça, les mots de gauche et droite n'apparaissent pas en 1789 ou n'ont absolument aucune importance. La structuration spatiale, certes, est déjà en partie là, mais c'est, dit Marcel Gauchet, nous apprend Marcel Gauchet, au moment de la Restauration, qu'il s'agit pour le gouvernement de trouver sa majorité parlementaire. J'avais aussi c'est oral, mais une longue discussion avec Bronislaw Baszko, un important historien de la Révolution française, qui m'avait dit que les termes de gauche et droite n'étaient pas employés pendant la Révolution française, que c'est plutôt aussi les notions de haut et de bas qui jouent un rôle. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est une signification pragmatique, les mots de gauche et de droite, ou métaphysique? En fait, je ne comprends pas la question parce que je ne souhaite pas la reprendre telle quelle, parce que comment dire, je ne vois pas le rapport entre entre le mot métaphysique et ce qui relève de l'histoire et de la politique. Théorico-doctrinaire, je comprends mieux. En fait, la question que vous posez est de savoir si gauche et droite peuvent servir à désigner n'importe quel corpus idéologique, disons, pourvu qu'il soit situé, enfin, qu'il corresponde à des représentants qui, dans un parlement, se situent d'une extrême gauche d'un demi-hémicycle à l'extrême droite de l'autre demi-hémicycle. Et alors, on dira juste que sont à l'extrême gauche ceux qui se situent à l'extrême gauche, qui ont en fait pour particularité d'être plus proches, enfin, de se sentir relativement proches de ceux qui sont un peu moins à l'extrême gauche, qui eux-mêmes se sentent un peu proches de ceux qui sont encore un peu moins, jusqu'à des personnes qui seraient situées au centre, qui eux-mêmes se sentent un peu proches de ceux qui sont un petit peu à gauche d'eux et un peu proches de ceux qui sont à droite. Et comme ça, on fait le demi-cercle, étant entendu, vous le savez, quiconque travaille depuis longtemps là-dessus, que il y a aussi des théories selon lesquelles, enfin des idées selon lesquelles on pourrait faire un cercle complet et que des gens qui se retrouvent à l'extrême gauche peuvent avoir des liens, certaines affinités avec l'extrême droite. Alors, est-ce que c'est purement, disons, comment dire ça, une question de positionnement relatif des uns par rapport aux autres, ou est-ce que depuis toujours, mais ça signifie rien, depuis toujours en histoire, ou depuis un certain temps, on peut supposer que le terme de gauche désigne plutôt des gens qui partagent plutôt tel type d'idées, même à travers une des différentes transformations historiques. En gros, la gauche aurait quand même eu, donc je ne vais pas remonter avant 1789 ou en fait plutôt 1815-1820 nous apprend Marcel Gauchet, mais disons que est-ce que la gauche depuis 1815-20 a en gros quand même des idées communes avec la gauche d'aujourd'hui par exemple? Eh ben, je crois que tout ça est très relatif, que c'est peut-être vrai sur 10, 20, 30 années, je réponds de façon un peu intuitive, mais que c'est probablement pas vrai sur 2 siècles. Et puis, je crois aussi que nous assistons aujourd'hui à de tels bouleversements, je dis nous assistons aujourd'hui, j'assiste moi dans ma vie à un bouleversement profond de l'usage de ces mots. Mais d'autres, à d'autres époques et dans d'autres générations, ont assisté aussi à cela. À partir du moment où les mots de gauche et de droite prennent vraiment
disons, un sens important, et Marcel Gauchet, on y viendra peut-être plus tard, estime que l'usage important pour tous les citoyens ne date pas de 1815-1820, mais est encore ultérieur. Donc ma réponse est, pour conclure et résumer, ça dépend d'une répartition concrète et pratique et d'un usage gouvernemental ou parlementaire qui se déplace progressivement et parfois profondément au cours du temps. Et nous assistons aujourd'hui à des changements tels que nous pouvons encore mieux comprendre aujourd'hui ce que d'autres générations peut-être compris avant, que malgré certaines permanences sur une durée limitée, il y a des changements parfois énormes. Ainsi, par exemple, aujourd'hui, la gauche et la droite sont toutes républicaines, alors qu'en 1815 ou 20, ce qui est, disons, à droite ou à l'extrême droite n'est en rien républicain. Aujourd'hui, des gens de droite auraient été placés à d'autres époques pour une partie de leurs idées, franchement à gauche. Mais peut-être dans certains cas l'inverse aussi, contrairement à l'idée désormais assez répandue que tout se déplace toujours de gauche à droite. Par exemple, actuellement, une partie de ce qui des idées de la France insoumise qui espèrent faire une union de la gauche, comme cela a pu être pensé ou effectué du temps du Front populaire, défend un certain nombre d'idées que l'on pourrait tout à fait considérer comme à droite, ou bien on se dégage de ces deux mots et on en parle autrement, et on parle concrètement des idéologies politiques concrètes que vous évoquez à la fin de votre question. D'accord. Donc, je vais continuer à passer à la question 4. Encore une fois, Marcel Gauchet, il rappelle que l'historiographie relative au clivage gauche-droite reconnaît plusieurs gauches. Donc, je cite ici Jacques Julliard avec le travail sur les gauches françaises de 2012, par opposition à plusieurs droites du texte fameux de René Raymond, des droites aujourd'hui, réédité en 2005. Voilà. Et que cette clivage serait divisé entre des versions modérées et extrémistes. Donc, Marcel Gauchet reprend ici une opinion commune, on va dire. Ma question, le clivage gauche-droite est-il, selon vous, l'expression d'un dualisme moral, c'est-à-dire un manichéisme binaire entre le bien et le mal, ou bien une dichotomie logique, c'est-à-dire un processus de partition d'un ensemble en sous-ensemble, mais qui serait complètement détaché de toute notion morale de bien et de mal? Alors d'abord, moi je ne connais pas de dichotomie logique en histoire et en politique. Donc ça, c'est, disons que j'en parlerai pas parce que je ne comprends pas, pour moi qui suis un historien des mots et de leurs usages jusqu'à aujourd'hui, histoire faite pour tenter de comprendre comment on pense aujourd'hui et donc comment on peut aussi penser autrement, à partir du moment où on a la conscience de l'histoire qui mène aux mots et aux idées qu'on a aujourd'hui, ça relève pas de la logique, pour moi. Dualisme moral, manichéisme binaire du animal, c'est un peu compliqué. En fait, ce que Marcel Gauchet estime, me semble-t-il, c'est que ces mots et les idées qu'il véhicule ont une très grande valeur positive à ses yeux, parce que, il le dit peut-être pas comme ça, mais je crois interpréter très fidèlement son texte en disant ce que je vais dire, parce que l'apparent manichéisme de l'opposition entre gauche et droite va de pair avec un subtil dégradé, d'une part, donc qui évite le manichéisme, et d'autre part, parce que il y a, selon lui, et là il le dit clairement,
en chacun d'entre nous à la fois une tendance à l'identification, à la gauche ou à la droite, et une tendance à la relativisation, à la distanciation, à l'acceptation que nous sommes tous plus ou moins à la fois de gauche et de droite. Ou bien une capacité à s'identifier en disant je suis de gauche, je suis de droite, et en même temps une tendance à se placer dans un jeu infiniment dégradé ou gradué de positions relatives que tout le monde accepte. Ça, c'est la grandeur de la démocratie, sans se mettre à s'entretuer si, à la suite d'une élection, c'est la gauche qui a gagné ou la droite qui a gagné. Donc, tout le monde accepte le résultat d'une élection. Chacun comprend que il se pense comme pleinement de gauche, mais qu'après tout, il a peut-être quelques idées de droite. Bon, voilà l'idée de Marcel Gauchet. Et puis, on ne se met pas à s'entretuer comme du temps, par exemple, des guerres de religion, hein, ou dans les familles, où la famille se scinde tellement violemment qu'on ne se contente pas d'éviter de parler de gauche et de droite pendant les repas, mais qu'on se tue, qu'on s'entretue. Donc, pour lui, c'est positif parce que ce manichéisme est intégré dans une structure finalement d'organisation de la démocratie non manichéenne. C'est un peu paradoxal, mais c'est pas contradictoire, c'est qu'il y a les deux à la fois. Et du coup, en fait, pour lui, il n'y a pas la gauche et la droite. Il y a la gauche, le centre et la droite. Au sein de la gauche, il y a encore une gauche qui est elle-même plus... il y a une gauche de la gauche, il y a une droite de la gauche, et puis il y a une extrême gauche, mais l'extrême gauche comporte elle-même peut-être une extrême gauche un peu plus à droite que l'extrême gauche qui est plus à gauche. Donc c'est un dégradé très complexe. Moi, je suis plutôt sensible, tout en comprenant très bien cela, hein, et en l'approuvant en partie, sensible au fait que, pour avoir étudié aussi l'histoire du manichéisme religieux, c'est-à-dire du temps où il était bien connu qu'il y avait des religions monothéistes avec un seul Dieu et des religions dithéistes, comme le dit un néologisme de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, avec deux dieux, un dieu du bien, un dieu du mal. C'était une affaire très connue avant qu'on finisse par l'oublier totalement, enfin, sauf pour ceux qui croient plus ou moins en deux dieux, un dieu du bien, un dieu du mal. Ce sont les disciples de Mani, mais aussi bien aussi les zoroastriens, aussi bien les bogomiles, aussi bien les cathares. L'Inquisition a d'ailleurs été inventée contre cette croyance en Dieu. C'est pas toujours vraiment un dieu du bien et un dieu du mal. Ça peut être parfois une tendance à ramener un monothéisme, ce dualisme, un dieu du bien et puis un dieu inférieur qu'on appelle dans le monothéisme le diable. Mais en fait, c'est très structurant et j'ai été passionné par la découverte de l'histoire du manichéisme et fort intéressé par l'évolution du mot manichéisme qui a fini par passer du vocabulaire religieux vers le vocabulaire moral et le vocabulaire politique. Moral un peu avant la Révolution française, si je ne me trompe pas, et politique pendant la Révolution française. Et je crois que cette opposition gauche-droite est profondément héritière d'un manichéisme religieux ancien et qu'il vaudrait mieux lui substituer un pluralisme. La question étant, dans quelle mesure peut-on échapper au manichéisme qui a quelques, disons, raisons diverses et variées, on en parlera peut-être plus tard, de structurer notre pensée ou de nous convenir et de se maintenir. D'accord, merci. Oui, je parlais d'une partition logique, hein, c'est au sens, c'est pas au sens évidemment de la logique moderne, mais c'est plutôt en fait l'idée que gauche et droite seraient deux grands pôles qui pourraient être subdivisés, ce que vous avez appelé les nuances, et que Marcel Gauchet donc a
a insisté, enfin, il a insisté sur cette nuance, et je crois qu'à mon avis, ce serait intéressant de penser la question du manichéisme à travers la pensée chinoise également. C'est-à-dire la pensée chinoise avec le fameux modèle du livre des changements, appelé le Yi King, dans lequel vous avez non pas le bien et le mal, mais le néant, l'être et le non-être, et qui consiste à dire que absolument tout est composé d'être et de non-être. On retrouve à travers ça Aristote, on retrouve à travers ça la question de la dialectique, et donc je vais revenir dans une question qui plus tard sur l'idée que gauche et droite seraient deux grands pôles auxquels on ne pourrait pas échapper, mais qui n'apparaîtraient pas sous une forme manichéenne, mais sous une forme, on va dire, subdivisée, avec des nuances. Donc, pour reprendre ce que vous avez dit en termes de pluralisme. Voilà. Je comprends bien, mais donc si je suis là et si j'ai écrit le texte que j'ai écrit qu'on évoque là maintenant, c'est parce que ce qui m'intéresse, c'est autre chose, c'est la possibilité de faire progresser davantage la démocratie aujourd'hui en échappant en se passant de ces mots de manière à tenter de trouver d'autres solutions pour organiser encore mieux la démocratie, dont je crois qu'elle est au fondement des décisions politiques à prendre dans d'autres domaines, qu'on appelle par exemple l'économie. Et donc, il y a de nombreuses hypothèses divergentes ou opposées qui peuvent être intéressantes pour concevoir l'histoire de l'humanité ou l'histoire de la politique, mais ce qui m'intéresse, c'est de souligner la dimension manichéenne de cette opposition et de souligner surtout une sorte d'identification inconsciente et involontaire, ou alors ce que j'ai appelé une servitude volontaire, politiquement parlant, des citoyens, qui, en s'identifiant à la gauche ou à la droite, c'est-à-dire en se soumettant à des camps, ne se donnent pas la possibilité de réfléchir à eux-mêmes, à ce qu'ils souhaitent, sans se soumettre à des partis opposés. Et je crois aussi que des changements de modalité d'élection peuvent empêcher ce clivage qui n'a donc en cela rien de logique, mais est d'un ordre historique et institutionnel. On va revenir sur la question des modalités d'élection justement plus tard, oui, dans une question à venir. D'accord. Merci pour ces précisions. La question 5. Dans la réédition de 2021 du livre de Gaucher cité précédemment, donc maintenant il s'appelle dans la version de 2021 La droite et la gauche, histoire et destin, Marcel Gaucher reconnaît la complexification du lien entre clivage et idéologie. C'est-à-dire, par exemple, le populisme n'est pas seulement d'extrême droite, ou alors l'écologisme n'est pas seulement d'extrême gauche. Mais en même temps, Gaucher réaffirme l'universalité du clivage gauche-droite. Et là, je vous cite donc Laurent Lotti, sa thèse de Marcel Gaucher est toutefois que toutes les oppositions au couple droite-gauche ne font que le renforcer, cependant qu'il a pris une forme encore plus fonctionnelle, symbolique et anthropologique. Fin de citation. Alors, ma question ici, cette affirmation de Gaucher n'est-elle pas injustifiée ou alors pire, ne serait-elle pas l'expression d'une confusion entre un sens temporel du clivage gauche-droite, c'est-à-dire il y a toujours des contenus idéologiques, mais ces contenus varient en fonction des contextes historiques, et une confusion avec un sens intemporel du clivage gauche-droite, dans laquelle on imaginerait que ce clivage est une sorte de structure abstraite, avec deux pôles opposés ou complémentaires que seraient la gauche et la droite. Donc, quelle serait votre interprétation de la position de Gaucher ici, Laurent Lotti? Alors, c'est un moment où quand Marcel Gaucher fait l'histoire de ces mots, je suis passionné par cette enquête historique. Quand, après son gros article de 1993, qui date en gros de quasiment le lendemain de la chute de l'URSS après la chute du mur de Berlin, il veut croire que c'est devenu universel et que ça va être intemporel. J'ai plus que de forts doutes et en fait je suis étonné par disons mais c'est toujours comme ça, et puis pour chacun d'entre nous, bon, les œillères de quelqu'un de par ailleurs si lucide.
Marcel Gauchet essaye de rapprocher cela effectivement alors non pas d'une structure abstraite, mais enfin, on peut le dire comme ça, mais en fait plutôt d'un fond anthropologique. Il évoque, par exemple, dans son article de 93 repris en 2021 sous forme de petit livre, la forme spatiale du corps humain. Il y a une tête, mais il y a deux yeux, il y a deux oreilles, bon, il y a des choses qui sont doubles et d'autres simples, bon, on le sait tous, c'est la physiologie humaine. Bon. Effectivement, l'idée que bon, d'où le terme d'anthropologique là, dans la citation. Pour lui, c'est fonctionnel. J'ai des doutes aujourd'hui, mais je crois que lui-même en aurait. Enfin, quoi qu'il dise l'inverse. En fait, il veut croire que ça va continuer et que ces mots. Et il faut dire aussi qu'il reprend, pardon, que ces mots vont être sans cesse utilisés pour toujours. Bon. C'est un peu drôle de la part d'un historien ou de tout discours historique. Bon. Ce sont des mots qui ont une naissance dans leur sens politique et il y a de grandes chances qu'ils aient un jour une fin. Mais enfin, d'autant plus que l'histoire ne se termine pas parce qu'un beau jour, la démocratie a définitivement gagné. Ça ne veut pas dire grand-chose, la démocratie. Enfin, ça veut dire certaines choses par opposition à tout ce à quoi ça s'oppose, mais ça peut disparaître, ou ça peut se dégrader, ou ça peut progresser. Moi, je souhaite que ça progresse, et pour que ça progresse, je souhaite qu'on passe à des modalités d'élection non binaires et à des modalités de pouvoir moins monarchiques. Je parle de la France, c'est relatif, c'est pas une monarchie bien sûr, mais bon, moins monarchique ou moins monarchique, c'est avec un seul qui a le pouvoir, ou moins dualiste, avec deux qui ont le pouvoir. Je préfère que ça soit plus pluraliste et dans les idées et dans les personnes. D'accord. On aura l'occasion encore d'affiner ces distinctions entre dualisme, Oui. l'approche structurelle, l'approche historique, l'idée selon laquelle gauche et droite seraient indépassables, auraient une naissance et une fin, une mort. On va revenir sur ces termes jusqu'à la dernière question. Oui. La question 6 maintenant. Vous dites, Laurent Lotti, de la gauche française actuelle, qu'elle, je vous cite, affirme une orientation intersectionnelle qui occulte les inégalités socio-économiques au profit des différences de race, de sexe, de genre et de religion. Elle favorise un hyper-individualisme en même temps qu'un hyper-communautarisme et mettant de surcroît en danger les nécessaires combats antiracistes, antisexistes et laïques. Alors, ma question, dans quel sens du terme s'agit-il encore d'une gauche ici? Et votre rejet du clivage gauche-droite n'inciterait-il pas précisément à contester le caractère de gauche de ce phénomène qu'on appelle l'intersectionnalisme ou le wokisme ou l'indigénisme aujourd'hui? D'abord, je voudrais dire que je suis un peu pris à mon propre piège comme tout le monde, c'est-à-dire que en ce sens, j'irais dans le sens de votre remarque, si on considère que la gauche désignait plutôt telle chose, enfin, c'est pas un piège, c'est plutôt, ce sont les transformations historiques. Bon. La gauche a eu une certaine conception de la laïcité. Ce qui tente de s'appeler encore la gauche ou tente au contraire de ne plus s'appeler encore la gauche, c'est très ambivalent en ce moment, du côté de la France insoumise ou bien de l'idée chez les commentateurs que est en train juste ces jours-ci pour les législatives françaises de se constituer une union de la gauche ou en même temps quelque chose d'autre qui s'appelle autrement, bon, qui prend d'autres, qui s'appelle autrement. C'est, comment dire, pour qui veut croire en une gauche originelle qui aurait, un peu comme une religion originelle, qui aurait fortement déçu parce qu'elle ne correspondrait pas à l'idée de gauche originelle. Alors,
une gauche qui s'est déplacée du terrain socio-économique qui a été privilégié pendant tout le temps, disons, de l'opposition entre communisme et capitalisme, entre deux termes, parce que sinon, le capitalisme, ça n'existe peut-être pas, c'est peut-être une grande série de formes qu'on pourrait appeler plus ou moins capitalistes, et qui ne concernent pas seulement l'économie, mais aussi le politique. Et puis le communisme, bon, on pourrait dire la même chose aussi. Pour qui croit que la gauche, ça signifiait telle chose, eh bien alors la gauche ne signifie plus la même chose. Il n'y a plus, en tout cas dans la France insoumise, qui se fait passer aux yeux des gens qui croyaient aveuglément, ou j'exagère, qui croyaient vraiment être à gauche. Elle se fait passer pour ce qui est toujours la gauche et pour lequel il faudrait voter. Pour d'autres, qui peuvent d'ailleurs représenter aussi des partis actuellement, ou des dirigeants des partis de gauche, eh bien, ce n'est plus à gauche. Bon, mon problème, il est ailleurs, il est d'oublier ces mots de gauche et de droite et de savoir si il faut, oui ou non, prendre en compte les problèmes du sexisme et comment, les problèmes du racisme et comment, les problèmes liés à ce qu'on appelle genre, enfin, disons la difficulté qu'il peut y avoir quand on est minoritaire dans les pratiques sexuelles, homosexuelles, à vivre, et comment organiser la liberté de croire ou de ne pas croire par rapport à la religion, et comment s'occuper des inégalités socio-économiques. Et est-ce que ces inégalités sont à mettre sur le même plan? Est-ce qu'elles sont toutes différentes? Bon, c'est-à-dire, commencer à réfléchir, arrêter de dire, finalement, je suis à gauche, donc je vote pour la gauche, ou à droite, donc je vote pour la droite. À propos d'intersectionnalisme, je dirais que on a eu, c'est une formule un peu à l'emporte-pièce, mais enfin, elle m'amuse et peut-être m'éclaire depuis que je l'ai trouvée. On a eu longtemps une gauche importée de l'Union soviétique et on a maintenant une gauche importée des États-Unis d'Amérique. Et je ne suis pas sûr que la gauche importée de l'Union soviétique, dans sa croyance en un produit d'importation pure, ait été une bonne chose. Et je ne crois pas que pour la France, la gauche d'importation des États-Unis d'Amérique soit une bonne chose. Il y a aussi une spécificité historique et géographique de chaque pays qui fait qu'il est absolument indispensable de lutter, peut-être pas prioritairement, mais enfin, de lutter contre les inégalités raciales aux États-Unis, les États-Unis étant tellement pris dans une histoire du racisme, tandis que nous avons d'autres nécessités en France et que l'importation de catégories de pensée et de politique chargées de remplacer d'autres catégories, cette importation en France est en fait, je crois, dangereuse pour chacun des Français, comme je le dis peut-être à la fin, dangereuse aussi pour le combat antiraciste, antisexiste ou laïque. D'accord. Je passe à la question suivante, si vous n'avez pas d'autres précisions à donner. Non. Bon. À vous. La question numéro 7, alors. Laurent Lotti, vous justifiez votre scepticisme à l'égard de la pertinence du clivage gauche-droite par un doute à l'égard ce qu'on appellerait les associations d'idées. Je vous cite, « Est-on vraiment sûr que le féminisme soit de gauche, que l'antisémitisme soit de droite, que le racisme soit de droite et la laïcité de gauche, que le besoin de sécurité soit de droite, que l'espérance d'une réduction des inégalités soit de gauche? Est-il vraiment sûr que l'idée d'une régulation de l'immigration ou de lutte contre l'islamisme soit des idées d'extrême droite? La critique de l'extrême financiarisation du capitalisme est-elle vraiment une idée d'extrême gauche ?» Fin de citation.
Ma question, faut-il en conclure que les mots gauche et droite ne signifient rien à proprement parler, ou bien qu'ils veulent dire autre chose que des positions idéologiques, selon vous? Alors, je ne dis pas que ça veut rien dire et ça serait bien prétentieux de ma part de dire que l'usage de ces mots par des millions de gens mots qui ont une telle importance, hein, en fait, à mes yeux, ne signifient rien. Bon. Je voulais simplement souligner le fait que le caractère manichéen, c'est-à-dire, je le redis, originellement religieux, puis moral, puis politique, de l'opposition entre un camp du bien et un camp du mal, est très discutable. Et j'aurais pu donner des exemples, mais ça peut être des exemples sur des très précis en réponse à ces questionnements-là, ou bien aussi des exemples de personnes que je connais mais ça me plaisait, disons, dans ce texte, là peut-être je vais le modifier là pour la publication écrite, dans ce texte prononcé oralement, que chacun s'interroge lui-même sur ses propres positions et puis aussi sur les positions de gens qu'il peut connaître. Alors je prends au hasard là que est-on vraiment sûr que l'antisémitisme soit de droite? Maintenant il y a pour ne parler que de la France, il y a des millions de gens en France qui savent que l'antisémitisme vient de ce qui s'est appelé l'extrême droite, et la notion est aussi interrogée, et aussi de ce qui s'appelle l'extrême gauche. Alors donc l'antisémitisme n'est pas simplement une saloperie de droite ou d'extrême droite, non, c'est aussi une saloperie de gauche ou d'extrême gauche. Donc la saloperie, c'est l'antisémitisme, c'est pas la gauche ou la droite. Des lois très importantes pour l'égalité des hommes et des femmes ou pour la liberté des femmes ont été votées par des partis tout à fait réputés de droite. Contraception, avortement. Des personnes de partis réputés de gauche, et ça avait un sens, ce mot de gauche, mais ne faisait pas preuve d'un grand féminisme. Le besoin de sécurité, il est attribué encore et toujours peut-être à la droite, mais il est tellement attribué à la droite que la gauche s'est éteinte pour ne pas le prendre en compte. Et puis, on pourrait aussi se rappeler qu'il y a eu d'autres époques où c'est ce qu'on appelle rétrospectivement la gauche, en un temps où en fait on ne l'appelait pas ainsi, qui a insisté sur le besoin de sécurité, qui est un besoin fondamental, par exemple inscrit dans les droits de l'homme sous la forme de sûreté. Est-ce que Robespierre est de droite parce qu'il prône la sûreté? Est-ce que la régulation de l'immigration, c'est un sujet extrêmement polémique. Moi, il me semble que tout pays a besoin de faire attention à ce qu'il n'y ait pas de trop grands chocs migratoires. Et on fait ce qu'on peut selon les circonstances. Mais est-ce que réguler l'immigration, c'est une ignoble idée d'extrême droite, ou est-ce que c'est celle de... de toute façon, ça a été, je ne suis pas un grand spécialiste de ça, mais forcément, c'est forcément une nécessité à penser, celle de la démographie, qui a tellement d'importance sur l'économie, sur la politique, de la part de partis qui se réclament de la gauche, de la droite ou pas. Bon. L'islamisme, qu'il est important. Bon, j'ai tracé un peu aussi l'histoire du mot islam et du mot islamisme. Il y a un moment, en fait, ils sont nés en même temps, les deux mots et synonymes à la fin du XVIIe siècle. Et puis finalement, pour des raisons que j'expliquerai pas, là, trop long à expliquer, à un moment, c'est le mot, enfin, si c'est le mot islam arabe, disons, qui a été choisi plutôt que le mot islamisme, cependant que le terme d'islamisme est apparu plusieurs fois. Bon. Aujourd'hui, on appelle islamisme une forme théologico-politique très dure, qu'on qualifie aussi d'intégriste, qu'on peut qualifier d'extrémiste, qu'on peut qualifier de l'usage de l'islam. Il est important de les distinguer parce que il y a des musulmans qui sont les premiers à être adversaires de l'islamisme parce que cet islamisme, il tue. Est-ce que
la lutte contre l'islamisme est une idée d'extrême droite. Alors actuellement, le président Macron nouvellement élu est d'extrême droite, mais certains qui se pensent manichéennement, de manière manichéenne, comme d'extrême gauche ou de gauche, voulant réunir en un seul camp l'extrême gauche et la gauche contre l'extrême droite et la droite, ont tendance à penser que le président Macron est quasiment fasciste ou quasiment nazi. Enfin, j'exagère un peu, le mot nazi n'est pas employé pour ça. Bon. Parce qu'il a fait une loi contre le séparatisme. L'islamisme est un danger comme toute idéologie politico-religieuse violente. En France et à l'étranger, ça a été plus qu'un danger, ça a été un massacre en Algérie où au moins 200 000 personnes ont été assassinées, sont mortes de la guerre civile en Algérie récemment. C'est un danger pour beaucoup de, je sais pas moi, pour des amis tunisiens, tu vas voir, bon, etc. Il y a des gens qui peuvent être très bien musulmans ou pas musulmans, enfin, c'est leur problème. Je ne crois pas que la lutte contre l'islamisme soit une idée d'extrême droite. Pour l'extrême financiarisation du capitalisme, je terminerai là-dessus. Je crois que des gens qui se reconnaissaient, disons, il y a un certain temps, comme de droite, ont pu être très inquiets des dernières transformations du capitalisme. Oui, justement, pour renforcer votre position générale, on peut dire que le manichéisme en politique explique pourquoi, par exemple, la gauche française, du moins, avait complètement abandonné la notion de nation, ou alors avait complètement évité les questions d'immigration parce qu'elle considérait que ces thèmes de nation et d'immigration étaient, on va dire, l'apanage de la propriété de l'extrême droite, et que pour éviter toute association entre eux-mêmes et l'extrême droite, avait décidé d'abandonner ces valeurs, on peut dire. Donc, on peut dire que le manichéisme renforce votre position générale sur le clivage gauche-droite, sur la manipulation, le caractère malsain de ce clivage. Ouais. Le terme de nation est un terme clé pour réfléchir à cela, effectivement. Et bon, c'est une notoriété publique. De nombreuses personnes déplorent que telle ou telle notion ou idée ait été abandonnée par tel ou tel groupe de personnes ou parti. Et alors après, il y a des solutions sémantiques, parce que c'est bien par les mots qu'on tente de penser, hein, pour distinguer ce qui paraît aux yeux de certains ou de moi-même bon dans la nation, bénéfique à tous les citoyens et aussi aux citoyens d'autres pays, et ce qui paraît néfaste et dangereux, et on peut opposer par exemple nation et nationalisme. Ça suffit pas parce que un mot n'a pas véritablement de sens comme voilà, ont pu le penser plein de linguistes, y compris Saussure, que je critiquais un peu tout à l'heure, ou du moins dans une présentation de Vulgate saussurienne. Un mot n'a de sens que enfin, un mot ne donne pas une idée, en fait. C'est une phrase qui donne une idée. Et c'est un ensemble de phrases qui donnent des idées. Mais il y a des moments où des phrases entières qui expriment des idées finissent par être portées par un seul mot. À mon avis, c'est le moment où on ne sait plus ce que veut dire le mot. C'est le moment où on ne sait plus bien comment désigner l'idée. En fait, on croit avoir résumé une phrase et une idée dans un mot, et puis si on se met à employer le mot en étant persuadé que ça porte bien l'idée, c'est le moment où on ne pense plus l'idée. Et on peut dire autant pour république, démocratie, souveraineté, tous ces mots qu'on associe plus ou moins de mal à gauche et droite et qu'il faut absolument redéfinir. Oui, on en a besoin. Il m'est déjà arrivé de dire qu'il fallait, j'espère ne pas l'avoir dit aussi bêtement à mes yeux que cela, mais on est toujours obligé de dire qu'il fallait dépendre de la République. Mais le mieux, c'est de tenter de dire ce qu'on entend par République.
Et puis sinon, on se retrouve dans des, ça m'est déjà arrivé aussi dans des listes de discussion, à être taxé, enfin, à être considéré comme faisant partie du bien ou du mal, ou disons de la gauche et de la droite, parce qu'on a dit il faut défendre la République. Quelle République? C'est ça qu'il faut tenter de dire. Et donc ça se dit pas par un mot, ça se dit par des phrases, et si possible, si on en a le temps, surtout si on est payé pour ça, hein, comme enseignant ou chercheur, ça se dit par des textes et par des propos assez, disons, organisés pour permettre à d'autres de penser à leur tour. D'accord. Question numéro 8. Vous associez, Laurent Lotti, le clivage gauche-droite à une pensée manichéiste, encore une fois, donc l'idée d'opposition catégorique entre un bien et un mal, contre laquelle vous promouvez une pensée mélioriste basée sur l'idée de complémentarité et qui était inspirée de l'analyse combinatoire de Condorcet, que vous avez aussi étudié en profondeur. Ma question, peut-on concevoir une relation politique de complémentarité, c'est-à-dire entre la lutte contre l'islamisme et la lutte contre l'ultralibéralisme, par exemple, vous en parlez de votre article, sans définir cette complémentarité en termes d'opposition? Est-ce qu'il est possible de faire de la complémentarité sans opposition, sachant que l'ultralibéralisme renvoie à l'individualisme et l'islamisme renvoie au communautarisme? Alors, comment penser ces concepts sans passer de manière inévitable par des oppositions? Question un peu technique, hein, mais j'espère qu'il sera assez clair pour vous. Je vais essayer d'y répondre clairement. Ouais. On est habitué par le langage ou par le raisonnement à penser, entre autres, en termes d'opposition. Mais on peut penser en termes de complémentarité sans avoir besoin de passer par les oppositions. Je vais prendre un détour. Là. Je reviens à la question que je me posais et que j'effleure à peine là, dans la communication que j'ai faite au colloque sur gauche et droite et qui va être publiée prochainement. J'effleure cette question, peut-on échapper au manichéisme? Quelles sont les raisons psychologiques, sociologiques, anthropologiques, biologiques, cosmologiques, pourquoi pas, hein, qui mèneraient à penser d'abord en termes de dualité? Ça peut être intéressant d'aller les chercher. Alors ça peut paraître un peu fumeux parce qu'on arrive sur des généralités extrêmes comme, je sais pas, comme celle de... Enfin bon, peu importe. Mais il me semble que pour reprendre l'idée là que la gravité existe plus ou moins, hein, j'ai essayé d'expliquer que épistémologiquement, enfin du point de vue d'une réflexion sur les sciences, c'est pas tout à fait évident qu'elle existe avant que Newton ne l'ait formulée. Disons qu'elle existe en partie, mais elle est formulée d'une manière différente de la manière dont elle existe. Bon. Je crois qu'il y a des choses relativement duelles, disons, dans la nature. J'avais appris tout jeune qu'il était ridicule de s'appuyer sur la nature. Je crois que ça fait partie des choses qu'on m'a mis dans la tête avant que j'ai eu le temps d'y réfléchir un peu. C'est plus compliqué que ça. L'opposition du jour et de la nuit est une opposition duelle assez claire. Et puis en même temps, nous savons bien que c'est plus compliqué que ça et que quand on passe du jour à la nuit, c'est gradué. Et puis aussi, nous savons que nos idées pendant la nuit peuvent influencer nos idées pendant le jour et vice-versa. Bref, on peut avoir un regard non duel sur le jour et la nuit. On peut se dire aussi qu'il y a de la dualité dans la différence entre les sexes. Il y a, mais c'est statistiquement très faible, des hermaphrodites, mais statistiquement parlant, eh bien, un très grand nombre d'animaux et l'espèce humaine est sexuée. Bon. Mais cette
différence sexuelle, la petite différence, là, qui me paraît autrement plus importante que les différences de race ou d'ethnie ou d'allure ou de couleur de peau, selon les époques, on appellera ça différemment. Cette petite différence, elle peut être perçue, et je crois qu'il est difficile d'ailleurs de faire autrement, mais enfin, tout est possible dans l'imaginaire des individus, comme une complémentarité plutôt que comme une opposition. Mais il y a des moments historiques où, et des circonstances où la violence entre les sexes est tellement dure qu'on y verra une opposition. Bref, je crois que ça dépend comment on conçoit cela, et surtout dans le domaine de l'organisation politique, la démocratie comme celle qui a pu se mettre en place, notamment en France, mais pas seulement, avec cette répartition de l'extrême gauche à l'extrême droite, comme celle dont Marcel Gauchet fait l'histoire et qu'il apprécie vivement, et à vrai dire moi aussi, mais je crois qu'elle est très insuffisante et qu'elle est en crise, tout le monde est à peu près d'accord, et qu'on peut la dépasser en dépassant le manichéisme. L'opposition gauche-droite peut se faire autrement que peut se penser autrement que par opposition. C'est ce que Marcel Gauchet tente de dire. Et moi, je crois qu'on peut aller encore plus loin en trouvant les modalités d'élection telles qu'on ne choisit plus, au bout du compte, pour l'élection majeure en France, entre deux personnes seulement, représentant deux partis, représentant deux courants qui sont supposés être absolument opposés. Ben, je pense que c'est une conclusion provisoire parfaite parce qu'elle va nous conduire à la question 9, justement. Question 9. Pour empêcher le manichéisme induit par le clivage gauche-droite, vous proposez, Laurent Lotti, deux orientations principales en vue de garantir le primat des idées sur la recherche du pouvoir. Ces deux orientations sont le vote par classement, qui sera associé à un scrutin proportionnel, et également la déprofessionnalisation de la politique. Je vous cite, pour un service politique volontaire et temporaire. La question. Ne pensez-vous pas, Laurent Lotti, que ces solutions constructives témoignent d'une limite inhérente à la pensée utopique que vous défendez et que vous expliquez, à savoir une croyance dans ce qu'on appellerait l'actualisation de tous les possibles, sans aucune distinction entre ce qui est simplement possible et ce qui est probable. En effet, qui croit sérieusement, entre guillemets, encore une fois, à la mise en œuvre effective d'une déprofessionnalisation de la politique. Donc la question, c'est comment jauger exactement l'efficacité, on va dire, la possibilité des deux options que vous proposez pour dépasser le clivage gauche-droite. Ah bon, je ne vais pas répondre à la question de rhétorique. Ne pensez-vous pas que quand même c'est utopique pour me flageller moi-même ou me faire un accueil, hein. Bon. Et je ne vais pas, pour ma part, être assez stupide pour croire que qu'il y ait une actualisation de tous les possibles. Enfin, ça, c'est un peu de la métaphysique il y a des réalisations qui sont plus ou moins probables, et puis il y a des réalisations qui sont absolument impossibles, parce qu'elles sont, disons, sans aucun rapport avec la réalité. Les deux idées que je prône correspondent en fait à l'espoir d'un système, disons, d'un pluralisme d'idées et d'un pluralisme de personnes. J'ai évoqué tout à l'heure le fait que le mot utopie avait servi, quand il arrive comme nom commun au début du XVIIIe siècle, à bloquer l'imagination et à dénoncer comme impossible une proposition, disons, encore de l'ordre de l'imagination.
Il y a des choses totalement, je le redis, il y a des choses totalement impossibles, il y a des choses qui sont peut-être possibles, il y a des choses qui sont davantage possibles si davantage de personnes croient que c'est possible. Je ne crois pas, personnellement, j'insiste sur le mot croyance, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de sûr là-dedans, c'est une croyance et un pari. Je ne crois pas, enfin à vrai dire j'en suis absolument convaincu, qu'il soit possible de se passer de représentants élus. Je crois en revanche qu'il est possible de faire un jour des lois qui contrediraient profondément les pouvoirs partidaires en place actuellement, donc c'est pas facile à faire, qui empêchent tout simplement les personnes d'être professionnels de la politique. Et une telle loi consisterait à donner simplement un nombre d'années, il faut bien le choisir, c'est très délicat, ça supposerait de grands débats, un nombre d'années maximal durant lesquelles on peut avoir une fonction politique d'un certain type. Peut-être faut-il aussi écarter de cela disons par exemple la fonction de conseiller municipal dans des petites villes. Ça fait des années, c'est pas une, enfin, ça fait oui de nombreuses années que il y a dans l'air du temps ou dans la réalité, parfois dans les lois, un tout petit peu, une critique de la pratique du cumul des fonctions. Pour l'instant, a plutôt été critiqué le cumul en un même temps donné de fonctions politiques. On a commencé aussi à critiquer le cumul dans le temps. Il y a un bon nombre de constitutions dans lesquelles on n'a pas le droit, par exemple, d'être le chef de l'État ou le président d'une république à vie. Enfin, je veux dire, de pouvoir se représenter un nombre indéfini de fois. Pourquoi ne pas imaginer, c'est compliqué, c'est difficile, mais si tout le monde peu à peu, si beaucoup de gens le souhaitent, ça pourrait finir par se produire, que l'on ait le droit qu'à une quinzaine d'années, une dizaine d'années, une vingtaine d'années, il faut acquérir de l'expérience, il faut avoir un savoir dans le domaine, de fonctions politiques, toutes fonctions cumulées, à partir des fonctions relativement importantes. Donc je ne crois pas que ce soit de l'ordre de l'actualisation de tous les possibles, ce que j'ai en tête, c'est une tentative de réponse concrète, assez révolutionnaire constitutionnellement, je vous l'accorde. Je crois que ça serait une très grande nouvelle étape de progrès de la démocratie, que d'imaginer, ce qui n'est pour l'instant pas probable, parce que les partis en place qui peuvent changer la Constitution ne le voteraient pas, qu'on ne puisse plus avoir droit à plus de tant d'années de fonctions politiques importantes dans une vie. Ça suppose beaucoup de choses pour le rendre justement encore moins utopique au sens moderne du terme. Il faut d'abord que les citoyens et les citoyennes puissent partir de leur profession pendant un temps et puissent y revenir. Ça suppose un certain nombre de lois ou d'applications. Ça suppose une formation beaucoup plus grande pour que le plus grand nombre possible de personnes puissent devenir citoyens tellement actifs qu'ils puissent aller vers des fonctions politiques importantes. Ça suppose une formation que je dirais initiale à l'école. Ça suppose une formation continue, la possibilité par exemple d'avoir un droit dans une vie d'être formé d'être en congé formation politique pendant 1 ou 2 ans. Donc ça suppose autre chose que l'ENA quand on est tout jeune. Mais c'est pas
une critique de la formation politique, elle est nécessaire. Se mettre à être député ou à être président de la République, ou si on supprime la présidence, c'est autre chose, ou à être ministre sans avoir acquis un grand nombre de savoirs, n'est pas possible. Organiser les institutions pour que progressivement on avance dans ce sens me paraît, pour l'instant, peu probable, mais intéressant, répondant à un sentiment très partagé d'écart entre les professionnels de la politique et les autres. C'est même pas de la faute, à vrai dire, des professionnels de la politique. Actuellement, les institutions sont organisées de telle manière qu'aujourd'hui, c'était pas le cas en 1789, par exemple. Mais même s'il y a eu beaucoup d'avocats, par exemple, qui ont pu entrer à l'Assemblée nationale. Mais c'était pas des politiques avant de le devenir pendant des périodes chaudes comme les périodes révolutionnaires. Il y a eu de grands bouleversements aussi avec des gens qui n'étaient pas professionnels de la politique et qui sont devenus politiques juste après la Seconde Guerre mondiale, par exemple. On peut essayer d'imaginer cela, réfléchir longuement aux moyens de rendre cela probable et tenter progressivement de le réaliser. Et quand je dis progressivement, ça peut supposer aussi des moments de crise très durs, mais les temps sont déjà ceux de crise un peu durs. Autant trouver de bonnes solutions pacifiques plutôt qu'autre chose. Bref, ce sont des idées qui doivent être préparées. Oui, un premier pas pour mettre en œuvre cette réforme serait par exemple de réintroduire une instruction civique, par exemple au collège, tel qu'on pouvait l'enseigner il y a 20-30 ans, par exemple, dans lequel le but ne serait pas de former des esprits civiques qui respectent la loi, mais qui la comprennent, déjà aussi, peut-être. Ça simplement qu'une petite parenthèse. Mais bon. Et ça fait le droit fait partie des disciplines qui ne s'enseignent pas dans le secondaire, comme la médecine. Bon. Alors, évidemment, on ne peut pas tout apprendre dans le secondaire, mais les disciplines réservées aux supérieurs doivent être progressivement introduites dans le secondaire. Maintenant, on aurait pu traiter d'utopie le fait même de mettre en place une école obligatoire pour tous, un système d'élection pour tous, qui d'ailleurs n'est arrivé en France, hein, je ne parle pas des mineurs, mais que en 1945, au moment du vote pour les femmes aussi. Donc, voilà, il faut juste savoir. Bon, j'avais inventé un mot qui vaut ce qu'il vaut parce qu'il surfait un peu sur le succès du préfixe alter, mais pour contrecarrer l'opposition entre le réaliste ou le réalisme et l'utopisme, j'avais inventé le terme d'alter-réalisme. Il ne s'agit pas d'être irréaliste, il ne s'agit pas d'être réaliste au sens où cela signifierait être fataliste et ne rien pouvoir changer. Il s'agit d'imaginer qu'on peut être alter-réaliste, et c'était une notion en fait pour moi à la fois politique et littéraire, parce que je travaille aussi sur la littérature et puis sur la notion de réalisme. On peut essayer d'imaginer une réalité différente sans se mettre, je le redis, à croire en un paradis avec un grand P, et sans brandir un slogan vide de sens s'il n'est pas rempli très concrètement par des propositions. Le slogan vide de sens, c'est « un autre monde est possible ». C'est très joli, mais ça me rappelle un peu la croyance dans un autre monde après la mort. Je ne crois pas qu'il y aura un jour un paradis après la mort, mais je ne crois pas non plus qu'il y aura un paradis sur Terre. Je crois qu'on peut essayer d'éviter que les choses se dégradent et essayer de les améliorer. Et pour cela, je crois que la limitation dans toute une vie de la durée de fonction politique de chaque citoyen et citoyenne est une proposition très intéressante. L'autre proposition, on peut laisser tomber la question de la proportionnelle là, qui est agitée en ce moment parce que beaucoup d'hommes politiques et de femmes politiques et de journalistes estiment qu'il y a une crise institutionnelle parce qu'il y a une mauvaise représentation de
il y a un écart entre les personnes représentées à l'Assemblée et puis les personnes qui ont voté à tel ou tel moment, vous voyez, pour telle ou telle personne incarnant plus ou moins telle ou telle idée. Bon. Et alors, se projette l'idée qu'on pourrait mettre un peu de proportionnel dans l'Assemblée législative pour améliorer les choses. Moi, ce que j'ai en tête, c'est tout autre chose, et je ne l'ai pas inventé, hein, c'est le vote par classement ou par préférence, qui est par exemple, notamment, comme vous l'avez dit, là, très fortement pensé et réfléchi comme d'autres systèmes de vote par Condorcet. C'est-à-dire choisir non pas au bout du compte dans des élections importantes entre deux personnes ou deux listes de personnes, mais indiquer le classement que les préférences relatives que l'on a par exemple entre trois personnes. On ne dit pas, enfin, le système de vote est alors différent de celui qu'on connaît actuellement. On ne choisit pas entre un tel et un tel. On vote en disant qu'on préfère un tel aux deux suivants, mais qu'on classerait bien en deuxième telle autre personne et en troisième seulement telle autre personne. Les résultats des votes sont alors très différents, mais les mentalités structurées par ce système d'élection deviennent alors différentes. On ne se met plus à s'opposer violemment à un camp parce qu'on est d'un autre camp. On dit qu'on préfère d'abord plutôt telle personne ou tel groupe. Je ne crois pas non plus à l'absence de parti possible. Ça n'a pas toujours existé, mais maintenant que ça existe, c'est passionnant, c'est intéressant. Il est normal que dans un système libre et pluraliste, les gens se regroupent. Mais à l'intérieur même de ces partis, il y a des partis plus ou moins pluralistes, hein, d'autres qui sont beaucoup plus monologiques et monarchiques, disons. Je préfère la recherche d'un relatif consensus au sein d'un parti relativement pluraliste et une société avec plusieurs partis qui témoignent d'un certain pluralisme. Et puis, si on va vers la déprofessionnalisation de la politique, on va voir surgir aussi des gens qui peut-être ne parviennent à certaines fonctions politiques sans être elles-mêmes encartées. Peut-être. Disons que ça favorise cette possibilité-là. Bon. Ce qui n'empêche pas qu'elles doivent, parce que vous disiez que, comment dire, que c'est pour la recherche disons, du primaire des idées plutôt que pour la recherche du pouvoir. Pas exactement. C'est la recherche d'une bonne organisation collective du pouvoir qui suppose que certains ont plus de pouvoir que d'autres à un certain moment donné. Bon. Mais pas le pouvoir pour le pouvoir, disons. Le pouvoir pour faire émerger des idées, mais des idées qui n'ont pas le simplisme d'être opposées en deux camps simplement. Alors, le vote par classement, il peut être enrichi et complexifié. Pas en votant, en classant 10 personnes, parce que ça, c'est trop compliqué. Ça prend beaucoup trop de temps. Mais on pourrait imaginer aussi que selon que telle ou telle personne ou telle liste est placée en première, deuxième ou troisième position, si on n'en prend que 3, c'est plus simple, non, un classement ou bien si on retient, disons que par exemple on pourrait, il y avait 12 candidats à la présidence de la République là, aux dernières élections françaises. On pourrait, chaque personne pourrait classer au moins les premiers et peut-être ne pas arriver ou ne pas avoir le courage ou l'envie de classer les 12. Mais c'est une question d'éducation. Hein. Quand on ne sait pas lire et écrire, on n'a pas le courage de lire et d'écrire. Et puis le jour où on sait bien lire et bien écrire, eh ben, on a beaucoup de courage pour faire des choses complexes. Parce que ça fait plaisir plutôt que ça nous coûte. Donc on classe, disons, les premiers. On ne retient que les premiers classés. Quand on réunit, on agrège l'ensemble des votes. On réunit tous les votes et celui qui est, enfin, la liste qui est classée deuxième, pour être pondérée, ça se fait dans pas mal de systèmes électoraux, hein, pondérée, comment dire, pourrait avoir relativement plus de représentants, un peu plus que, comment dire, relativement plus de représentants par rapport aux voix
qu'elle a réuni, que cette liste a réuni, que le groupe qui est placé en troisième position globalement par tout le monde une fois tous les votes par classement réunis. On peut essayer d'imaginer, de trouver des solutions, c'est toujours relatif et il y a toujours des effets pervers, mais pour qu'il y ait possibilité de gouverner. Mais alors on dit qu'il faut absolument avoir une majorité pour gouverner. Mais j'avoue être actuellement tenté, je dis j'avoue parce que c'est pas dans le système et dans les idéologies, dans les mentalités françaises, commencer à être très intéressé par l'idée de coalition. Mais peut-être peut-on concevoir la coalition autrement que comme une tambouille électorale menant à l'obligation d'arriver à gouverner ensemble entre petits groupes pour avoir une majorité, mais peut-être cela peut-il être pensé autrement, c'est des pistes, et puis j'ai besoin d'y réfléchir davantage, moi, et puis pas tout seul. On peut imaginer qu'un système constitutionnel met en place l'obligation pour des gens en désaccord de gouverner ensemble, en relatif désaccord. Et si c'est inscrit dans la loi et surtout dans les mœurs, ou dans la loi et dans les mœurs, eh bien finalement, ça devient normal. Or, c'est déjà quelque chose qui se fait normalement à certaines échelles. En réalité, par exemple, cette gauche et cette droite qui sont censées être opposées selon les dirigeants politiques qui cherchent à avoir nos voix à condition que nous nous identifions et nous soumettions à la gauche et à la droite, en fait, assez souvent, gouvernent au bout du compte ensemble dans différentes institutions. Peut-être celles où il y a des votes collectifs à la fin, dans une ville, dans un département. Et il arrive que, on le sait bien, que des gens qui se sont fait élire en se traitant d'ennemis, hein, comme de gauche ou de droite, finissent par voter les mêmes lois parce qu'elles sont juste judicieuses, ou que des gens et de gauche et de droite partagent cette idée qu'il vaudrait mieux, par exemple, partager davantage les richesses. Relativement. Il y a des nuances, mais bon. Donc, ça ne me paraît pas non plus impossible de réfléchir à la possibilité de voter par classement. Ça se pratique hein, dans certains endroits et c'est très intéressant. Ça se pratique par exemple dans l'élection d'enseignants-chercheurs à l'université. On ne fait pas un vote scrutin majoritaire à 2 tours avec le choix entre 2 personnes à l'arrivée. On classe assez souvent hein, et ça permet finalement un relatif consensus. Pas toujours, mais souvent. Et puis on peut surtout, c'est la voie que je voudrais ouvrir, être le plus grand nombre possible à réfléchir à tout cela. Nous nous faisons coincer en croyant que rien ne peut bouger. Et quand on est, c'est peut-être grâce et à mon goût pour l'imagination, mais aussi au fait que je travaille comme historien sur des durées, sur des périodes anciennes ou parfois quand je le peux, et c'est pas facile, sur une longue durée, on peut arriver à comprendre que de toute façon, les choses se transforment dans le temps et que ce qu'on croyait impossible peut finalement advenir. Alors autant essayer, plus ou moins, d'orienter le présent vers des futurs qui nous paraissent bénéfiques. Bon, c'est une belle conclusion qui permet aussi de revenir sur tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Donc, il y a un vaste chantier de réflexion et c'est justement l'objectif de ce projet de recherche gauche-droite à travers les émissions ici, à travers le workshop et à travers la future publication. Alors, la question finale, on arrive au terme de l'entretien, de la seconde partie et de l'entretien également. Donc, on a la question finale. Quelle analyse, Laurent Loty, faites-vous du résultat des élections présidentielles françaises du 24 avril? Je peux être très bref et dire une invitation à creuser les idées que j'essaye de lancer, mais bon, je ne veux pas être égocentré, croire que voilà, que c'est les idées les plus importantes du monde, mais à mes yeux, il y avait deux
candidat qui présente des risques, des dangers de nature très différente. Les événements internationaux autour de la guerre en Ukraine ont, selon moi, ont pu mener à considérer que le danger était beaucoup moins grand du côté de l'élection d'un président Macron, qui cependant a profondément divisé la France auparavant, et qui, je crois l'avoir entendu après, au moment de après son élection, a eu l'air de vouloir entendre ceux qui s'étaient ralliés à lui plutôt que d'entendre ceux qui s'étaient, à travers leur vote, opposés à lui. Peut-être serait-il bon que soit entendu ceux qui se sont opposés à lui ou ceux qui n'ont pas voté du tout, pour des raisons multiples et peut-être pas celle qui a été brandie par le même candidat désormais réélu, c'est-à-dire en gros, disons, la xénophobie et le racisme. Il y a pour ma part, j'ai estimé que le danger le plus grand était du côté du RN, mais j'ai entendu un certain nombre de demandes, d'espérances, d'éléments de programme, comme je l'ai dit dans la première partie de notre discussion, qui ne relevaient pas du tout d'une tendance au racisme ou à l'antisémitisme, au sexisme, dont on sait qu'elle était très importante dans le Front National de Jean-Marie Le Pen. Voilà, je crois qu'il faut savoir serrer les dangers, mais que l'un des plus... Je reviens à ma réponse initiale. L'un des plus grands dangers est peut-être de croire que l'harmonie sociale relative, la démocratie, va se poursuivre tranquillement avec le même mode d'élection et les mêmes pratiques politiques. Donc finalement, voilà, je suis quelqu'un de convaincu pour mes propres idées, je crois. Mes propres idées, c'est des idées qui consistent à espérer que les autres en aient aussi, hein, et pas toujours d'accord avec. Moi, je crois qu'il est important de concevoir une nouvelle manière d'organiser constitutionnellement des élections. J'ai donné 2 propositions, puis il y en a bien d'autres encore, dont celle du référendum, mais c'est pas suffisant. Mais c'est intéressant aussi. Et le référendum, d'initiative populaire notamment, hein, ou d'initiative citoyenne, il a été, du temps de la réforme constitutionnelle de 2008, ça a été une blague. On a fait croire qu'il y avait un référendum d'initiative populaire. Il est quasiment impossible d'organiser. Mais c'est pas seulement avec le référendum et un petit bout ou un grand bout de proportionnel que ça suffira. Je crois que il faut comprendre que la démocratie c'est pas du tout une chose acquise et c'est pas un bien absolu. C'est juste quelque chose qui a émergé à un moment dans l'histoire. Il y a une histoire longue aussi de pratiques électorales bien avant la Révolution française, hein, dans les monastères notamment. Et c'est quelque chose qui n'est jamais atteint et qui doit toujours progresser sous risque de régresser. Donc voilà, mon analyse, c'est que je suis bien mécontent de ces élections présidentielles-là, comme des millions de gens. Que ça apportera sûrement en partie du bien. Je ne considère pas que le président Macron, c'est le mal absolu, très loin de là.
mais on sait qu'il y a eu des crises juste avant l'épidémie gravissime, hein, comme celle des Gilets jaunes, et que voilà, on est dans un monde instable et c'est pas seulement des grands, enfin, il suffit pas de dire je vous ai entendu, quoi. Pour l'instant, on ne sait absolument, enfin, on sait quasiment pas quel est le programme du président Macron, et on nous a dit qu'il allait avoir une nouvelle méthode. Une nouvelle méthode, c'est pas un nouveau programme. Hein, c'est une écoute, mais une écoute, enfin, la démocratie participative, si ça signifie qu'on peut être peut-être entendu, c'est peu de choses par rapport à la participation active aux décisions. À différentes échelles, il n'est pas possible de gouverner un pays à 60 ou 70 millions de gens. On ne peut pas prendre des décisions à des dizaines de milliers de personnes à tout moment. Absolument pas. La représentation est nécessaire, mais on peut la faire énormément progresser. Voilà, je m'arrêterai là. Oui, c'est une conclusion parfaite pour dire à quel point donc, les outils en politique doivent être améliorés et le clivage gauche-droite est dépassé pour justement faire un effort de compréhension et d'action. Ouais. Pour résumer en général. Merci beaucoup, Laurent, pour ces réponses. Je précise encore une fois, après cet entretien, que l'article de Laurent Lotti, du moins, je me suis ici inspiré de l'article de Laurent Lotti pour poser les 10 questions à l'auteur. Cet article s'appelle « Faire l'histoire d'Homo qui aveugle, échapper au manichéisme, libérer l'imagination politique et juridique ». Et cet article, qui est donc en préparation, sera disponible dans le volume numéro 58 de la revue Le Philosophoire, qui sera donc consacré un numéro spécial dédié au clivage gauche-droite. Voilà. Donc, il sera consacré à cette distinction et vous avez déjà un accès en ligne à ce site. Et courant automne, normalement, les publications devraient apparaître en automne 2022. Voilà. Laurent Lotti, encore une fois, un grand merci pour vos réponses et pour votre patience. Merci aussi. Au revoir. Merci bien. Et donc, rendez-vous pour le prochain entretien. Ce sera le 6e entretien avec Fabrice Bottillon. Merci beaucoup et à bientôt. Merci.